peux pas m'en passer, quoi. Elle vient pas souvent, mais enfin, le peu qu'elle vient, j'en suis très très contente. C'est la fille de la maison, hein. Elle sait où tout se range, tout se trouve. Si je cherche quelque chose, hop, elle sait où c'est. Elle fonce. Et ça, j'aime bien. C'est devenu une amie. Alors elle vient, c'est pas la peine que je lui dise quoi faire, parce que elle attrape et puis elle fait, comme si elle était chez elle. Maintenant, elle sait mieux que moi ce qu'il y a dans les placards. Et elle s'occupe vraiment, je n'ai pas à m'occuper des questions matérielles. Depuis qu'elle vient à la maison, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup. Au point de vue moral, à tout point de vue. C'est une personne qui a été formée, qui le fait avec tout son cœur. Par conséquent, je trouve qu'elle a beaucoup de mérite à le faire. Elle tombe chez des personnes comme nous, mais elle tombe des fois chez des gens très exigeants. Et vraiment, je les félicite parce qu'elles sont gentilles avec tout le monde. Il y en a qui ont débuté, qui n'avaient jamais fait ça, et pour elles autres, c'était très dur. Alors avec une formation, quand même, elles connaissent mieux le travail qu'elles ont à faire, et puis elles savent mieux s'y prendre quand même. Elle prend soin de moi. Elle me donne la main quand j'ai du mal à me lever. Le message est bien passé. Si l'on veut être apprécié et reconnu dans son travail, le meilleur moyen, c'est d'être organisé. On relève le défi. Aujourd'hui, le thème, l'organisation du travail. L'organisation du travail, c'est l'aboutissement des compétences que nous avons travaillées ensemble. On peut dire que c'est une super compétence. Elle se travaille surtout sur le terrain et c'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui 2 aides à domicile, Aline et Micheline. Aline et Micheline, vous ne connaissez pas encore notre méthode de travail, mais quelqu'un va expliquer? Sandra? Nous regarderons des situations et on les commentera en groupe. Eh bien, on y va? C'est la première fois qu'elle vient travailler pour cette personne et qu'elle ne connaît pas l'appartement, quoi. Non, moi je trouve qu'il y a un manque d'organisation. Elle est désordonnée. Dans son manque d'organisation, je dirais qu'il y a aussi un manque d'hygiène. Pendant la première scène, non seulement la personne ne s'est pas repérée dans les lieux, mais elle a préparé un plat de crudité sur une table encombrée. Les journaux auraient dû être enlevés. Si c'était pour déjeuner, il aurait fallu un coin plus particulier pour la personne aidée. Elle aurait dû avoir le réflexe de savoir, d'essuyer, avant d'essuyer, de savoir si c'est brûlé. Si c'est brûlé, oui. Oui, elle essuie d'abord la table, alors que bon, la table, c'est moins important que ce qui est tombé sur les jambes de la personne, quoi. L'assistante de vie n'a pas su gérer l'imprévu. Le bol s'est renversé, elle a pris des chiffons partout pour essuyer, on ne sait pas comment elle s'y prend, quelle idée elle a pu avoir, mais la première chose à faire, c'était de retirer la chaise de la personne aidée et de lui demander s'il était brûlé, de lui essuyer d'abord les jambes, pousser le bol aussi, que le restant ne se renverse pas. C'est-à-dire mettre la personne en sécurité. La première chose à faire, ne pas paniquer, rester calme et je dirais s'occuper de la personne correctement. Oui, on n'a pas tout dit, hein. En fait, il a pas regardé. Il aurait dû, avant de commencer de faire le lit, il aurait dû regarder si ça brûle ou pas. Oui, ou mettre une minuterie pour savoir le temps de cuisson. Dans certaines situations, la minuterie, c'est en option. Hein.
il oublie de se laver les mains. Il part du lit pour aller vérifier ce qu'il a mis dans le four. Et du four, il repart sur le lit. Non, il n'y a pas d'hygiène. Dans la troisième situation, la personne n'a pas su gérer son temps. Elle aurait dû aller regarder dans le four avant d'aller faire le lit. Si le lit est défait entièrement ou pas, parce qu'il enlève le drap du dessus et le remet avant d'aller voir au four. Donc on peut se demander si le lit est défait entièrement. La première fois que l'on arrive chez une personne, que doit-on faire? La première fois qu'on intervient chez une personne, c'est se présenter et lui demander ce qu'elle attend de nous. Lorsque nous savons ce que la personne attend de nous, nous devons lui demander où sont ces choses, ou surtout les choses dont on a besoin pour les préparations. On rentre quand même dans son côté personnel, son côté intime, donc il faut son autorisation aussi avant d'ouvrir les placards. Que faire alors quand on n'a pas beaucoup de temps? C'est-à-dire on a un horaire à respecter, on nous donne juste 1 heure pour faire en gros ce qu'il y a à faire, quoi. Si vous avez qu'1h30 à effectuer, c'est vrai que vous ne pouvez peut-être pas tout faire. C'est un choix à faire avec vous et la personne aidée. Par exemple, si la personne elle tombe et que c'est l'heure de partir, hein, comment faut-il réagir? Il faut faire face tout de suite à cette chute. Il faut demander si cette personne a mal quelque part déjà, l'aider à se relever si elle a pas mal. Si elle a mal, la mettre en position de sécurité et appeler un docteur. Il faut surtout pas faire tout seul. Il faut prévenir aussi des urgences, c'est-à-dire prévenir ou une infirmière ou un docteur. Laisser un mot aussi sur un cahier de liaison. Et si on a une autre intervention autre part, faut-il prévenir l'association ou la personne elle-même? Il faut d'abord s'occuper de la personne qui est tombée. Seulement après, on peut prévenir du retard, bien sûr, ou l'association, ou la personne aidée. Mais en aucun cas, parce que l'air est là, il faut laisser la personne par terre, ah non. Et pour conclure, comment organisez-vous votre planning? Je crois que vous, ça se passe au mois. Tout à fait, on prépare notre planning mensuel. On le fait en fonction des heures qui nous sont attribuées par notre association. Maintenant, c'est en fonction, bien sûr, des heures données, en fonction des besoins de la personne, c'est-à-dire pour un repas, il faut bien sûr intervenir en fin de matinée ou le midi s'il faut aider à faire à manger. Même des fois, on peut intervenir 2 fois par jour. On peut être appelé aussi à intervenir certains week-ends. Il y a aussi on doit tenir compte des temps de trajet. Donc, quand on fait le planning, on sait très bien qu'en quittant la première personne, on ne sera pas tout de suite chez la seconde. Il faut respecter cette durée de trajet. Il faut savoir aussi, par mauvais temps, notamment par temps de neige, ces temps de trajet sont augmentés. Donc, c'est pareil, l'organisation se trouve un petit peu bouleversée. Il faut essayer de commencer un petit peu plus tôt le matin et on prend le reste sur notre temps de repas, notre temps personnel de repas, de façon que les personnes ne soient pas lésées sur la durée de l'intervention. Merci Micheline, merci Aline. Vous avez souligné tout à l'heure l'importance de l'aspect relationnel. Et bien justement, passons à notre deuxième volet et retrouvons nos comédiens Dominique et Martine dans une suite de 3 situations sur lesquelles nous allons réagir. Je vais faire les placards de la cuisine, monsieur Andrieux. La cuisine, ça peut attendre. J'entends pas ce que vous dites. J'arrive. Ah, petite Clotilde. Alors? C'est bientôt l'heure du goûter. Alors, qu'est-ce que je vous fais pour le goûter? Alors, il me reste du pain ce midi. Je mangerai bien des tartines. Tartines avec du beurre et de la confiture. Avec un bol de lait chaud. Avec tout le travail que j'ai à faire, c'est pas bien pratique. Moi, je préférais que vous preniez des biscuits. Hein? Et puis le lait chaud, c'est pas recommandé par une chaleur pareille. Mais le pain, il va rester. Ça mange pas le soir. C'est pas grave, je vous congèlerai votre pain. Oh bah tiens, je vais commencer par les étagères. Parce que alors là, regardez-moi ça, chantier là-dessus. Ça peut attendre, mais je m'y retrouve comme ça. C'est ce qu'on dit, monsieur Andrieux, on s'y retrouve.
Mais vous verrez qu'à l'usage, ce sera plus pratique pour vous et plus facile. Hein? Et puis rien ne vaut une maison bien. Non, non. Oh, et puis les froids, c'est quand même moins bon que les chauds, hein, quand même. Dans cette première séquence, l'assistante de vie a mis en place une organisation qu'elle veut assurer coûte que coûte. Elle mélange alors la volonté de bien faire avec la négation de la personne aidée. Elle n'est pas à l'écoute, elle est centrée sur elle, elle suit ses idées personnelles. Précipitation et maladresse s'accumulent sans qu'elle les corrige à cause de sa rigidité d'action. Les demandes de la personne aidée sont ignorées et quand un imprévu se présente, elle n'en tient pas compte. A-t-elle peur de s'arrêter dans ce qui semble être un emploi du temps très précis de tâches à effectuer? Elle a tout simplement à modifier son sens de l'organisation en mêlant technicité et relationnel. L'assistante de vie n'écoute pas les demandes de la personne aidée et lui manque de respect en ne pensant qu'à ses tâches. Par rapport à ce que nous venons de voir, il y a un manque d'écoute. La personne âgée n'a pas son mot à dire. C'est vrai que des fois, nous ne faisons pas attention à leurs demandes. Est-ce que ce genre de situation vous est déjà arrivé? Oui, cette situation m'est déjà arrivée. Tout simplement, les enfants de cette personne m'ont demandé de mettre la maison en ligne parce que ceux-ci devaient venir rendre visite à leur père le week-end. Donc j'ai fait en sorte qu'ils trouvent une maison propre et entièrement rangée. Bon, je sais, j'aurais dû me tenir à l'écoute plus de la personne aidée. Sur ce coup-là, je n'ai pas été très professionnelle, c'est vrai. Merci beaucoup pour le café, monsieur Landau. Maintenant, j'ai mon travail. Vous me raconterez la suite demain. Hein? Et dans ce village, 3 cafés. À l'époque, il y avait 3 cafés. Et on était plus de 1000. Plus de 1000. Bon, j'y vais. Je vais faire votre chambre maintenant. Et puis, il y avait un hôtel. Enfin, un hôtel, c'était une auberge. Ça faisait pension pour les gars de passage. Oui, j'en ai pensé là-dedans. Je vais aérer votre chambre, hein? Non, c'est pas la peine, je l'ai fait ce matin. Non, faites que le lit, Je vous le porte alors, comme d'habitude. Oui. Et dans cette auberge, j'avais la patronne, Lucienne. Maîtresse femme, ça veut dire maîtresse femme. Oh, ben, celle-là, il fallait surtout pas la chatouiller. Hein. Ah non, ça, là-dessus, elle était divine. Dans cette deuxième séquence, l'assistante de vie va se laisser complètement envahir par la demande d'échange très forte de la personne aidée. Progressivement, elle va manquer de recul et ne trouvera plus la bonne distance nécessaire à son travail. Il s'agit pour elle de reprendre en main toutes les tâches qu'elle a effectuées sans se laisser influencer. Posons-nous la question, a-t-elle eu le temps d'anticiper ses tâches? Certainement, mais il lui faut manifester un peu plus de fermeté afin de ne pas perdre de vue ses objectifs. La demande de la personne aidée est très forte, il s'agit pour elle de la réguler. Ainsi, par la justesse de son ouverture, cela lui permettra de ne pas se laisser piéger ni de s'énerver. Nous avons constaté une grande demande de présence de la personne aidée vis-à-vis de l'assistant de vie, qui n'est pas assez ferme. Elle se laisse envahir par le comportement excessif de la personne âgée. Et son travail en sera négligé. Il est évident que la personne aidée est trop envahissante. L'ADV doit s'imposer pour faire son travail. J'ai un exemple à vous donner. J'interviens chez une personne aidée. La personne, quand on arrive, vous dit le ménage, on s'en fout, on va discuter. Et je crois que c'est à négocier, ça. On peut faire les tâches en premier et lui dire après que, on pourra discuter, s'asseoir et discuter. Je me demande si je vais la faire cette année, cette excursion au château de la Loire. C'est Chenonceau. Ce serait le dernier château. Mais dites-moi ce qui vous fait hésiter, monsieur Bouchard. Je sais pas. Puis mon costume qui est pas en état.
Oh bah si c'est que ça, je pars un petit peu plus tôt, je vous le passe au pressing, comme ça il sera comme neuf. Oui. De toute façon, ça lui fera pas de mal. Et puis je me demande s'il vaut le coup. Ce château-là, Chenonceau, hein? Et si ça se trouve, il est encore plus loin que les autres. Hein? Écoutez, monsieur Bouchard, on va prendre le livre sur les châteaux de la Loire et on va regarder ça de plus près, parce que je vois bien que ça vous tracasse. Le livre, je le ferai après. Cette troisième séquence est au plus juste pour l'assistante de vie, car elle a su mettre en place l'organisation adéquate à la situation. Elle utilise ses compétences au bon moment, avec le bon geste et la bonne parole. Elle a une présence attentive, synchrone avec ce qu'elle fait. Elle s'adapte aux situations qui surviennent, n'hésite pas à modifier son organisation pour trouver la solution qui aplanit les difficultés. Elle perçoit tout ce qui est de l'ordre de la peur et rassure en même temps. Ainsi, tout est là pour la personne aidée quand l'assistante de vie s'en va. L'ADV a établi un bon relationnel en étant à l'écoute de la personne aidée et en prenant le temps de lui parler, elle met la personne à l'aise et nous voyons qu'elle lui fait participer. Il y a une complicité entre eux. La personne âgée participe aux tâches avec l'assistante de vie et on voit très bien que la relation est équilibrée. L'ADV prend bien en compte les priorités et les inquiétudes de la personne aidée. Dans cette situation, l'ADV a bien su comprendre les demandes de la personne aidée et analyser ses craintes. C'est une situation qu'on aimerait retrouver souvent. Maintenant, c'est ce genre de choses qu'on peut être appelé à rencontrer lors de petites pannes d'appareils ménagers. C'est des craintes, elles nous demandent de vérifier, de voir les anomalies ou les choses qui ne vont pas. Dans ce cas, évidemment, on fait comme cette personne, on laisse de côté le travail principal pour pallier à cette demande. La synthèse de tout ce que nous venons de voir dans les 3 dernières séquences ainsi que dans les séquences précédentes est en liaison avec la notion de distance professionnelle. C'est le terme le plus important qui contient l'empathie, l'estime de soi, l'autonomie. L'assistante de vie doit être capable de faire la différence entre ce qui est de l'ordre du professionnel et du personnel. Elle sait mettre les limites au niveau des échanges relationnels, tout en gardant la chaleur humaine nécessaire à ces échanges. Elle organise son travail sans dévouement excessif, sans culpabilité, sans pallier au manque affectif, mais elle les accompagne. Elle connaît sa place et s'y reconnaît. Elle a intégré son métier dans le savoir-faire et le savoir-être, en ayant conscience d'un équilibre constant à maintenir. En conclusion, l'organisation, c'est, de façon générale, gérer son planning en fonction du nombre d'heures et du temps de trajet entre 2 personnes aidées. Au niveau de l'intervention, c'est la négocier au préalable, évaluer le temps nécessaire pour chaque tâche afin de ne pas dépasser ses horaires, les ordonner dans le temps, de façon logique. Aussi, n'hésitez pas à vous remettre en question, c'est-à-dire à faire le bilan de votre pratique sur ce qui vous semble bon et ce qui vous semble à améliorer. Merci à Aline, merci à Micheline et merci à vous tous pour votre agréable travail et nous vous disons au revoir, sans doute à bientôt. Elle est acrobate, elle se fiche à 4 pattes que moi je ne peux plus. Si je me baisse, je ne peux plus me relever. Et elle est manuelle en tout. Elle est formidable. Je ne voudrais pas la lâcher. Hein. On discute beaucoup et puis on parle de choses qu'on a vues à la télé. On donne chacune notre avis. Des fois, on n'est pas du même avis. Pour que justement je puisse m'occuper de mes enfants et pas avoir à m'occuper du ménage, du repassage. Ça c'est bien. Je fais plus aucun repassage, plus aucun ménage, celle qui fait tout.
C'est aussi pour des raisons de santé par rapport aux contractions. Et puis, mais les enfants, c'est moi qui gère. Café, un petit peu de lait. Tu m'as mis du lait? Elle arrive le matin. Elle allume les lumières sans faire de bruit. Les autres sont pareils, hein. Aussi discrètes, où je suis réveillé généralement. Elle me dit bonjour, avec une bise. Chut, faut pas le dire. Hein.